Un avion de ligne américain assurant la liaison Puerto Vallarta-San Francisco s'est retrouvé dans la pire des situations. Essayer de piloter un avion devenu incontrôlable. Tu le tiens, oui, mais qu'est-ce que tu fais? C'est encore pire qu'avant. Voici l'histoire du vol Alaska Airlines 261. Personne n'a envie de perdre un être cher, un fils ou une fille. Personne n'imagine qu'un jour une telle tragédie puisse arriver dans sa famille. Quand de tels accidents surviennent, on se dit Dieu merci, ça ne nous est pas arrivé. On pense que les statistiques jouent pour nous. Puerto Vallarta. Nous sommes au Mexique, sur la côte Pacifique. Soleil, mer bleue et mariachi, la destination est prisée par les touristes américains. Surtout en plein hiver, comme en ce mois de janvier. Cette jeune femme, Colleen Worley, a décidé en cette année 2000 de fêter son 34e anniversaire sous les tropiques. La tête pleine de souvenirs, le 31 janvier, Colleen et son fiancé Monty prennent le chemin du retour. Au total, 83 passagers embarquent sur le vol Alaska Airlines 261 qui doit les ramener à San Francisco. Habitués à voyager, les 3h30 de trajet n'ont pour eux rien d'exceptionnel. Ce jour-là, l'équipage est composé de 2 vétérans. 2 pilotes particulièrement chevronnés, le commandant Ted Thompson et le copilote Bill Tansky, cumulent à eux deux plus de 10 000 heures de vol, dont la plupart sur la famille des MD-80. Leur avion est un MD-83, un appareil construit dans les années 80 par McDonnell Douglas et vendu à plus de 1100 exemplaires dans le monde entier. Pour les pilotes, le vol est une pure routine. La météo est bonne, le trafic pas trop dense, aucune difficulté à l'horizon. Vol 261, prêt au décollage. Relais d'atterrissage. Vérifié, confirmé. Aérofrein. Vérifié, armé. Instrument. La seule ombre à ce tableau idyllique, c'est la compagnie. Air Alaska est une compagnie apparemment florissante dont les avions sillonnent la côte ouest américaine du Mexique et l'Alaska. Mais les passagers, en embarquant, ignorent qu'Air Alaska est aussi sous le coup d'une enquête menée par l'administration fédérale américaine. 2 ans auparavant, en 1998, un mécanicien de la compagnie a dénoncé aux autorités Air Alaska pour non-respect des règles d'entretien sur ses avions. Le 31 janvier 2000, l'enquête est toujours en cours lorsque le vol 261 décolle pour San Francisco. L'avion monte tranquillement vers son altitude de croisière. En cabine, tout le monde est confortablement installé. Tout en contemplant la pureté de l'horizon à 10 000 mètres d'altitude, sans doute certains passagers font-ils des projets. Ils avaient annoncé leur fiançailles au Noël précédent. Et nous avions décidé d'organiser une grande fête de famille pour les féliciter. Abby Miller Bush revient d'un séjour à Mexico avec son mari et des amis où ils ont célébré sa brillante promotion professionnelle. C'est dur à décrire. C'était une jeune femme très joyeuse. Tout le monde la savait aussi très généreuse. Elle était très appréciée.
Dean et moi avions l'habitude d'aller là-bas ensemble. Et c'était la première fois qu'il y allait tout seul. Dean m'a appris à m'amuser. Il aimait raconter des histoires drôles. On aurait dit un jeune chien. L'avion est maintenant en croisière. Il vole à plus de 10 000 mètres d'altitude et remonte vers le nord en longeant la côte ouest américaine. Soudain, les pilotes remarquent quelque chose d'anormal. Une de leurs commandes, le compensateur de la gouverne de profondeur, ne fonctionne plus. Interrupteur compensateur. Normal. Disjoncteur. Réenclenché si nécessaire. D9, D10, D11, ok. L'équipage applique la procédure écrite prévue dans ce cas. Mais le compensateur paraît vraiment bloqué. Sur le MD-83, la gouverne de profondeur est située au sommet de la dérive. Et le compensateur occupe une large partie de cette gouverne, plus de 4 mètres carrés. C'est lui qui permet à l'équipage de faire monter ou descendre l'avion sans effort physique. Pour l'instant, la panne paraît mineure. L'équipage croit d'abord à une défaillance des moteurs électriques qui actionnent la gouverne. Ils ont été confrontés à un problème qui les a pris en traître. Ce problème n'était pas censé être grave. S'ils avaient vraiment pressenti un danger, les pilotes auraient fait demi-tour et seraient revenus se poser sur l'aéroport mexicain d'où ils avaient décollé. Mais ils ont considéré ce problème comme mineur et, fort logiquement, ont essayé de le résoudre en vol. Depuis maintenant plusieurs minutes, les pilotes essaient de débloquer le compensateur. Régulièrement, ils appuient sur le bouton de la télécommande installé sur le manche. Mais rien ne se passe. Un des systèmes marche. Ils essaient aussi de l'activer manuellement. Non. Aucun système opérationnel, compensateur bloqué, ne pas utiliser le pilotage automatique. Vérifié. La situation n'est pas gravissime. Elle est juste inconfortable. Le compensateur s'est bloqué dans une position de léger piqué et l'avion a tendance à descendre. Non, aucun système. Pour maintenir leur niveau de vol, les pilotes doivent lutter contre des vents qui viennent frapper la gouverne arrière à plus de 800 km/h. Pour cela, ils doivent tirer assez fort sur le manche afin de redresser le nez de l'avion. Comme prévu, dans une telle situation, le commandant décide d'appeler le service de maintenance d'Alaska pour tenter d'obtenir de l'aide. Maintenance, on voudrait savoir si une défaillance de ce type a été signalée récemment sur cet appareil et s'il y a un interrupteur quelconque qui puisse remettre les moteurs en marche. Bien reçu, 261. J'ai vérifié, rien n'a été signalé ces 30 derniers jours. Oui, nous n'avons rien vu sur le carnet de vol. Avance un peu ton siège pour que je vérifie la position du levier. À part ça, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que nous n'ayons pas vérifié, je comprends pas. Je vais vous donner un exemple que tout le monde peut comprendre. Quand vous voulez démarrer votre voiture, vous enfoncez la clé dans la serrure. Mais si rien ne se passe, vous allez probablement tourner la clé dans tous les sens, puis la retirer pour réessayer. Je pense que l'équipage a fait exactement la même chose. Les pilotes devaient se dire, peut-être qu'à force d'essayer, ça va finir par marcher. Le commandant ne veut prendre aucun risque et décide de se dérouter vers Los Angeles, qui est à proximité. Ce qui n'enthousiasme guère le centre de coordination d'Alaska Airlines. Seattle, opération Alaska 261. Si vous voulez vous poser à Los Angeles pour des raisons de sécurité, nous vous autorisons à atterrir. Mais je dois vous prévenir que vous ne pourrez pas atterrir avant 1 heure, voire 1h30, parce que l'aéroport est saturé. Écoutez, vous me mettez dans une situation délicate. Je ne veux pas entendre parler de trafic saturé. Je veux juste savoir où je peux me poser. Nous voulons juste opter pour la solution la plus sûre, donc si vous devez atterrir, je veux juste vous donner toutes les infos. On aurait peut-être besoin d'un instructeur pour lui parler de notre problème, ou d'un instructeur sur simulateur. Alaska 261 incite de l'opération. Pourrions-nous être mis en contact avec des instructeurs au sol? L'idée est bonne. Ces 2 pilotes aguerris n'ont jamais vu ce type d'incident et leur premier réflexe est d'essayer modestement de s'informer auprès des spécialistes. Malheureusement, aucun instructeur n'est disponible et dans le poste, la tension monte. Ça me rend fou, ça. C'est pas que je veuille insister, mais je trouve ça incroyable. Qu'ils pensent qu'on va atterrir sans problème et pouvoir réparer, ils ne pensent qu'à la densité du trafic. C'est vrai, je suis désolé, mais
Ils essaient de te